Bien. Donc, nous sommes très contents de retrouver Denis dans ce local où il avait animé sur un sujet polémique, voire même sulfureux, aujourd'hui encore d'ailleurs, puisqu'on a reproduit dans le dernier numéro de notre bulletin ton article de l'époque. C'était un débat sur la procréation médicalement assistée et sur la GPA, voilà. Donc, et puis, on est aussi content parce que dans la dernière période, mais c'est pas l'objet de la discussion de ce soir, mais nous avons quand même connu de très larges convergences d'opinion, en tout cas sur l'analyse de la situation politique en France et pas que d'ailleurs. Donc voilà. Donc écoutez, tout le monde sait pourquoi il est là, donc je ne vais pas en représenter plus largement. Je te laisse démarrer. Oui, merci. D'abord, moi je suis bien content qu'on se revoie, parce qu'on se cause des fois par l'intermédiaire d'Internet, mais bon, c'est toujours mieux de se voir en face. Et alors, je suis venu parce que tu m'as invité pour parler de mon introduction à la pensée de Marx. Je sais de ne pas être trop long, surtout que pour introduire à la pensée de Marx, on peut le faire en 20 minutes ou en 20 ans, comme le disait Raymond Aron. Alors je vais essayer ce soir de ne pas dépasser les 20 minutes, pour qu'on ait le temps de parler un petit peu, enfin peut-être un peu plus de 20 minutes quand même. Voilà. Et puis deuxièmement, introduire à la pensée de Marx, ça c'est quelque chose de difficile. Moi ça fait plus de 20 ans que je m'y essaie, donc puisque j'ai soutenu ma thèse, c'était en 95, donc voici 23 ans sur la théorie de la connaissance chez Marx. Je suis revenu plusieurs fois sur Marx dans des ouvrages. J'ai animé dans notre université populaire d'Évreux, ça a duré combien? 18 mois, 2 ans, pas de loin. Hein. Le séminaire, c'était sur 2 années scolaires. Ouais, sur 2 années scolaires. Une fois par mois, c'était lecture du Capital, livre 1, page à page, quoi, avec qu'on en était une quinzaine à peu près, une bonne quinzaine de personnes qui ont suivi ça pendant près de 2 ans tout de même. Hein. Voilà, on en avait même tiré un petit bouquin. Et puis là, c'est un peu parce que j'ai été sollicité. Hein, on m'a demandé, c'est l'éditeur Jacques Généreux, vous connaissez peut-être, qui édite au Seuil, et qui m'a demandé si je voulais bien faire une introduction à la pensée de Marx, vu que cette année, c'est le bicentenaire. Alors, ce qui est remarquable, d'ailleurs, c'est que le bicentenaire, ça n'a pas donné lieu à beaucoup de choses. Hein. Ça a été quand même assez silencieux. Parti communiste en parle un petit peu, dans l'UMA, il y a eu quelques articles. Il y a quelques groupes universitaires qui ont monté des réunions, des conférences, mais qui n'ont pas eu un retentissement terrible, parce que j'étais la semaine dernière à un collectif qui s'appelle Marx 2018, et bien on n'était pas beaucoup plus nombreux que ce soir. Hein. Voilà, bon, alors peut-être qu'il y a quelques autres initiatives universitaires qui existent quand même, mais bon, ça n'a pas fait... Et puis alors, du point de vue des partis politiques, on a l'impression que Marx, ça sent le crottin, quoi. Hein, faut pas trop en parler. Je suis un peu surpris d'ailleurs, parce que j'avais sollicité les amis de la France Insoumise, et au plus haut niveau, si vous voyez ce que je veux dire, pour dire mais qu'est-ce qu'on fait à propos de Marx, quand même, de 200 ans, ça mérite d'être célébré, d'autant plus que moi j'ai quelque chose, hein, je peux vous en parler, voilà, puis c'est resté à peu près sans réponse, je suis un peu surpris hein, de tout ça, et puis autrement, je n'ai pas entendu parler d'initiative, ça aurait été l'occasion, je pense, bon, bref, tout ça est quand même assez révélateur de la situation. Bon, alors voilà, introduire à Marx. Donc ça c'est compliqué d'introduire à Marx, parce que introduire à Marx, c'est quoi l'œuvre de Marx? Moi je suis professeur de philosophie, donc on est un peu habitué à essayer de présenter la pensée des auteurs. Il y a des auteurs, bon ça peut être compliqué, mais on a un corpus d'œuvres qui est relativement charpenté,
cohérent et délimité. Marx, c'est bien autre chose. Vous savez certainement que l'édition complète des œuvres de Marx et Engels n'est toujours pas terminée, qu'elle a été reprise, qu'on s'est aperçu qu'il y avait toutes sortes de bêtises dans la précédente, que les manuscrits n'étaient pas toujours ce qu'on croyait. Bref. Alors, c'est quoi l'œuvre de Marx ? Il y a des exemples qui sont connus depuis longtemps. Par exemple, on lisait les manuscrits de 1844, jadis, parce que c'était, alors surtout chez les philosophes, parce que c'est écrit dans le langage philosophique qui nous plaît bien, donc on lisait les manuscrits de 1844. Alors c'est quoi les manuscrits de 1844 ? C'est une œuvre de Marx, ben oui. Et en même temps, c'est surtout des notes de lecture de Marx sur d'autres. Voilà. Alors quel statut ça a ? On a lu l'idéologie allemande. Alors ça a servi de surtout la première partie, parce qu'on a lu en général que la première partie consacrée à Feuerbach, parce que le reste est devenu à peu près illisible, il faut bien le reconnaître, parce que les polémiques contre Saint-Bruno, par exemple, plus personne ne sait bien ce que ça veut dire, le concile de Leipzig, enfin, bref, c'était vraiment très marqué, et l'idéologie allemande, c'est un manuscrit que Marx et Engels rédigent, puis laissent tomber, et comme dit Marx, nous l'avons abandonné à la critique rongeuse des rats. Des souris, oui, des souris. Bon, et on a retrouvé ce texte en 1932, grâce à Riazanov, un peu avant que Riazanov ne soit arrêté, déporté, suivant les méthodes de l'époque. Voilà. Quel statut a ce texte ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il faut retenir que c'est vraiment la pensée de Marx ? Voilà. Donc c'est compliqué déjà sur l'établissement des textes. Le Capital, il y a le livre 1 qui pose pas de problème. Enfin, pas de problème, ça dépend. Est-ce qu'on prend la version française de Joseph Roy ou est-ce qu'on prend la deuxième édition allemande ? Bon. Mais si je mets ce petit détail de côté, qui n'en est pas un, on a le livre 1 du Capital, mais livres 2 et 3 sont des reconstructions dans lesquelles Engels, en ami fidèle, a essayé de récupérer tous les manuscrits qu'il avait, de les déchiffrer, parce que Marx écrivait horriblement mal, et d'essayer de comprendre ce qu'il avait voulu dire. Donc, vous imaginez, Engels se plaint qu'il a du mal à comprendre l'écriture de quelqu'un qu'il fréquente depuis 1843-44. Voilà. Et puis, il a essayé de construire quelque chose qu'on a publié sous le nom de livre 2 et 3 du Capital, et Kautsky a même publié un livre 4 qui est en fait les notes de Marx critiques sur les théories de la plus-value. Voilà. Et puis donc on a ce corpus-là, et puis on a des choses qui vont dans tous les sens. Et alors tout ça, par une sorte de miracle assez extraordinaire, à partir de après la mort de Marx, bien essentiellement, donc à partir de 1883, eh bien, de ce bric et de broc, on va fabriquer de toutes pièces une doctrine cohérente, une grande théorie du tout, qu'on va appeler le marxisme. Et donc, on va nous expliquer qu'il y a une théorie marxiste de l'histoire, qu'il y a une théorie marxiste de l'État. Et puis après, il y aura même une théorie marxiste. J'ai même vu des livres sur la théorie marxiste de l'esthétique, théorie marxiste de tout. Voilà. Bon. Et donc, ce que nous avons reçu, nous, enfin, je dis nous, au moins pour ceux qui sont ici que je connais bien, ce que nous avons reçu d'abord, c'est le marxisme. Nous avons eu des leçons de marxisme. Moi-même, j'en suis grandement coupable. J'ai même rédigé avec mon ami le regretté Pierre Fougerolas comment il s'appelait ce livre ? Georges, tu te souviens comment ça s'appelait ? Non. Manuel de... Guide de marxisme, enfin, voilà, introduction marxiste, oui, qui a été publié par la société d'édition Librairie Information Bruyère, jadis. Voilà. Bon, donc nous avons reçu le marxisme, cette théorie de tout. Et si on veut comprendre Marx, mon point de départ, c'était celui-là quand je me suis mis à travailler sur Marx. Si on veut comprendre Marx, je crois qu'il faut commencer par prendre sa pelle et sa pioche et déblayer le marxisme pour essayer de retrouver Marx en dessous. Et le Marx qu'on y retrouve est quand même assez différent du marxisme. Alors, je vais prendre quelques exemples. Est-ce qu'il y a une théorie de l'État chez Marx ? Marx aurait bien voulu en avoir une. Le 4e livre du Capital, dans le plan original,
c'était l'État. Vous cherchez le livre de l'État, il n'y a rien. Sérieusement. Sur l'État, il y a des notations, il y a des affirmations extrêmement rapides dans le manifeste communiste, il y a des petites explications ici et là, il y a des textes de circonstances qui sont toujours guidés par les circonstances historiques, mais il n'y a rien sur l'État. De sérieux, j'entends. J'ai eu le malheur, je m'en souviens bien, pour ma thèse, c'était pas pour ma thèse, c'était un peu avant les travaux préparatoires, d'avoir déclaré dans une assemblée où il y avait Étienne Balibar qu'il n'y avait pas de théorie sérieuse de la dictature du prolétariat chez Marx. Balibar est parti en colère, une grande furie, parce qu'il avait écrit, lui, l'entrée dictature du prolétariat dans le dictionnaire du marxisme de l'Habitat. Mais bon, qu'est-ce que c'est que la dictature du prolétariat? On n'en sait rien. Marx, en 1852, imagine ça comme une phase brève dans laquelle le parti ouvrier prend le pouvoir et fait comme les montagnards ont fait pendant la Révolution française, une période où on emploie des méthodes un peu brutales, mais qui sont le seul moyen de briser la résistance des anciennes classes dominantes. Parce qu'il a encore en tête, au début des années 1850, le schéma des révolutions françaises. Schéma dont il va dire beaucoup plus tard qu'il est complètement dépassé. Et que la prochaine révolution n'aura plus rien à voir avec celle-là, et qu'il est temps de laisser les morts enterrer leurs morts. Voilà. Et grâce notamment aux travaux de Jacques Texier, on a ressorti des textes de Marx, où Marx, dans les dernières années de sa vie, envisage la révolution sous un air complètement différent. D'abord, c'est là qu'il dit que les pays les plus près pour le communisme, c'est la Hollande, l'Angleterre et les États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a le plus de démocratie. Et où il envisage la possibilité d'un passage pacifique, d'une révolution qui se fasse par les voies parlementaires. C'est là qu'il dit que le parlementarisme est la forme adéquate au règne de la bourgeoisie, mais c'est aussi la forme de sa dissolution. Voilà. Je prends cet exemple, ce qui est intéressant, parce qu'il nous laisse une autre vision que la vision, la dictature du prolétariat, la révolution, on monte sur les barricades, après on prend le palais d'hiver, et puis, en quelques mois, quelques années, on brise la résistance des classes dominantes, etc. C'est pas ça. Marx évolue et commence à prendre en compte le problème réel. Hein. Et je crois qu'ici, il y a un vrai problème concernant ce que pourrait être cette transition. Voilà. Est-ce qu'il y a une théorie de l'histoire chez Marx? Eh bien, je pense que c'est exactement pareil. Alors, sur l'État, je reviens une minute sur l'État. Sur l'État, il y a des choses excellentes chez Marx. En particulier, il faut lire, relire, méditer une fois, 2 fois, 10 fois s'il le faut, le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. C'est un livre formidable qui est entièrement écrit, alors presque à chaud, hein, puisque ça vient de se passer, le coup d'État. Il a suivi les événements de près avec les luttes de classe en France, et il écrit un livre excellent sur les luttes au sein de l'État. Et là, il est en train de vous montrer le contraire du dogme, c'est que les formes d'État ne sont pas indifférentes du tout, et que les luttes au sein de l'État sont capitales si on veut comprendre quoi que ce soit. Et c'est le contraire du dogme. Hein. L'État n'est que le conseil d'administration des affaires communes de la bourgeoisie. Bon, d'accord, une fois qu'on a dit ça, on est bien avancé. On n'a rien fait de sérieux. Et dans le 18 Brumaire, il donne des analyses, qu'il fait sur la classe paysanne, par exemple, sur qu'est-ce que c'est qu'une classe. Et puis, il termine quand même sur quelque chose que tout le monde a lu sans s'en rendre compte. Il a dit qu'à propos de la France, il parle, hein, que si on n'y prend pas garde, et si les ouvriers ne sont pas capables d'entraîner les paysans, donc les couches moyennes avec eux, eh bien, le solo de la classe ouvrière se terminera comme un chant funèbre. C'est la commune de Paris, hein, le chant funèbre, où la classe ouvrière était seule, solo de la classe ouvrière. Bon, et ça, c'est une question fondamentale. Est-ce que les ouvriers seuls, comme ça, vont faire la révolution? Non. Ils posent une question, comment on est capable d'agglomérer sur un objectif commun toutes les classes qui travaillent, hein, comme diraient nos amis italiens, les travailleurs dépendants et indépendants. Hein, mettre ça dans un seul bloc. Voilà. Bon, donc il y a des choses passionnantes chez Marx. Mais l'erreur, c'est d'en faire une théorie achevée. Sur la question de l'histoire, c'est pareil. Il n'y a plus un historien sérieux qui peut faire comme si Marx n'avait pas existé. Hein. Non, non. L'idée que si on veut comprendre l'histoire, il faut revenir à la manière dont les hommes produisent leurs conditions matérielles d'existence et donc leur vie elle-même,
vous trouvez ça. L'école des annales françaises prend ça en compte. Braudel, il le dit, il dit pour comprendre quelque chose, il faut regarder comment les gens mangent, s'habillent, etc. Et Braudel, qui était plutôt un conservateur sur le plan politique, en tout cas, c'était pas un socialiste ni un communiste, reconnaît sa dette envers Marx, hein, sans discuter. Quand il fait son histoire du capitalisme 15e, 18e siècle, il rapporte que Marx, lui, avait bien vu que le capitalisme naît en Italie du Nord, pas en Angleterre au 18e, hein, en Italie du Nord au 15e siècle. Bon, ce qu'on sait quand on connaît un peu l'histoire d'Italie, hein, et puis comment s'est fabriqué ce gros machin qui s'appelle l'Europe, comment ça s'est fait à ce moment-là. Bon, alors ça, on a des linéaments d'une étude sérieuse de l'histoire chez Marx, et puis tout le monde a repris ça. Est-ce qu'il y a un historien aujourd'hui qui pourrait faire abstraction du développement de l'industrie, de l'agriculture, des rapports sociaux, etc. Personne. Tout le monde sait que l'histoire qui se résumerait à l'histoire des grands hommes et des généraux et des grandes batailles, c'est une blague. Donc de ce point de vue, Marx a gagné. Mais il n'y a pas une théorie spécifique à Marx. Il y a beaucoup... Au-dessus de cette théorie de l'histoire, entre guillemets, de Marx, il faudrait rajouter comment œuvrent les mentalités. Ça, c'est ce qu'on fait à l'école des annales. Rôle des mentalités. Et puis, en dessous, quel rôle ont les structures anthropologiques, par exemple les structures familiales. Ouais, vous n'avez pas la même classe paysanne si vous êtes dans des terres de petites propriétés paysannes indépendantes, si vous êtes dans des terres de métayage ou de grandes propriétés. Voilà. Par exemple, en Italie, tout le monde sait que le Parti communiste, sa carte, c'est non pas les ouvriers, c'est le métayage. Voir l'excellent film qui vous raconte tout ça, c'est Novecento de Bertolucci. Voilà. Hein. Donc, voilà, Marx, il a donné des linéaments, il a donné une impulsion, mais dire il y a une théorie marxiste de l'histoire, moi, ça me semble très exagéré, c'est tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est intéressant chez Marx? Je vais revenir là-dessus. Pour moi, d'abord, au-delà de tout ce qu'on peut prendre ici et là et qui fait notre miel, hein, moi, ce qui me semble fondamental chez Marx, c'est que Marx est un philosophe. Alors, je sais bien qu'il a écrit qu'il faut réaliser la philosophie, mais c'est en allemand qu'il dit ça, hein, réaliser la philosophie, c'est-à-dire la rendre réelle. C'est-à-dire qu'elle soit effective. C'est-à-dire que ce que la philosophie a pensé concernant l'homme, doit devenir une réalité effective. Et le communisme, c'est pour Marx la réalisation de la philosophie. Alors il dit ça tout jeune, mais je pense qu'il n'a jamais abandonné cette idée-là. Et alors qu'est-ce que ça veut dire que Marx est un philosophe? Parce que ça veut dire que le point de départ de Marx, de sa vie politique, son point de départ, c'est l'émancipation de l'humanité. On voit ça dans l'excellent film sur le jeune Marx. Moi, je trouve ça un très bon film qui nous restitue des êtres vivants. Hein. Et ce jeune homme, il est un jeune homme en colère. Et il est en colère contre une société qui exploite les gens, qui brise l'homme, qui brise son humanité. Et il est spontanément du côté de ces malheureux paysans ou moins que paysans sans terre, c'est gens les pauvres qui vont ramasser le bois et contre qui on envoie la cavalerie parce qu'on a décidé qu'il ne fallait plus ramasser le bois mort. Hein, voilà. Et c'est ça le point de départ de Marx. Hein, il commence par ça, 1842, l'article sur le vol des bois, contre les décrets de la Tiède rhénane. Voilà. Et là, si on comprend ça, son inspiration donc, c'est la libération de l'homme. Faire que l'homme puisse être effectivement ce qu'il est en puissance. Faire en sorte que l'homme puisse déployer toutes ses potentialités. Et pour lui, tout ce qui va brimer l'humain doit être combattu. C'est assez simple hein, comme idée. C'est pas le mouvement des structures, etc. Non, Marx, au départ, c'est un humaniste. Il faut appeler les choses par leur nom. Hein, quelqu'un qui pense que l'homme est digne et doit être défendu, exalté et libéré, ça s'appelle un humaniste. Et moi, j'ai suivi ce fil-là. Marx est Marx humaniste. Voilà. Et je pense d'ailleurs, si on ne croit pas ça, l'essentiel du Capital et de combat de Marx n'a plus de sens.
Qu'est-ce qui fait sens dans ce combat? C'est effectivement que nous pensons que l'homme dans notre monde est aliéné. Concept d'aliénation qu'Althusser nous avait demandé de jeter à la poubelle avec beaucoup d'autres choses par la même occasion. L'homme est aliéné. S'il est aliéné, ça veut dire qu'il est séparé de sa propre nature, en bon français. Et s'il est séparé de sa propre nature, c'est une nature qui doit se réaliser. Il est quelque chose en puissance que la société interdit, dans son organisation actuelle, de se réaliser en acte. Donc, si cet homme est aliéné, ça justifie complètement le combat pour sortir de l'aliénation. Par contre, si le concept d'aliénation n'existe plus, vous avez un processus objectif, mais qu'est-ce que vous voulez dire contre un processus objectif? On n'a rien à dire. Moi, je ne râle pas contre les inondations. J'y fasse les inondations font partie des lois de la nature. Par contre, si nous pensons que l'homme a la possibilité de s'émanciper, de briser les chaînes du destin, comme il le disait déjà dans ses premiers textes à propos d'Épicure, il insiste sur le fait qu'Épicure se distingue des autres philosophes matérialistes de l'Antiquité par le fait que lui veut briser les chaînes du destin. Voilà. Si on ne part pas de cette idée qu'on peut briser les chaînes du destin, l'essentiel de ce que Marx a écrit, ça n'a plus qu'un intérêt anecdotique à mettre dans un rayon de bibliothèque d'histoire de la philosophie. Donc c'est ça. Moi, ce qui m'a semblé première chose importante, c'est justement ce filon humaniste. Et pour Marx, la lutte de la classe ouvrière, l'émancipation du prolétariat, c'est l'émancipation de l'humanité. Et la possibilité que l'homme tourne enfin autour de son véritable soleil qui est lui-même. Ce qu'il explique dans le texte de 1843 sur le fameux texte où il dit que la religion est le soupir de la créature accablée par le malheur. Elle est l'opium du peuple. Vous connaissez ce fameux texte. Donc, voilà. Deuxième fil, moi, qui me semble important, Marx n'est pas un économiste. Alors ça, ça entraîne des tas de méprise, parce que moi, je n'ai rien contre les économistes, j'en connais des bons. J'ai quelques bons copains qui sont économistes, qui pratiquent l'histoire économique. Et si on dit que Marx est un économiste, il y a quelque chose qui ne colle pas. Ils ne courent pas dans la même catégorie. Et pour moi, il faut prendre au sérieux ce que Marx écrit. Il fait, et ça l'occupe quand même depuis les débuts des années 1850 jusqu'à sa mort, comment construire une critique de l'économie politique. Le sous-titre du Capital, c'est critique d'économie politique. Voilà. Alors, c'est ça, à mon avis, qu'il faut prendre pour comprendre ce qu'a dit Marx. Critique de l'économie politique, ça veut dire quoi, critique? Ça veut dire qu'il s'agit de comprendre. Critique, c'est passer au crible. Vous prenez quelque chose, et vous voyez ce qui tombe. Comprendre qu'est-ce que c'est que l'économie politique, comment elle s'est constituée, comment les catégories qu'elle emploie sont des catégories socialement constituées. Parce que je crois que ça, c'est une des idées les plus importantes de Marx, c'est que le fait que les catégories de la pensée, elles se constituent dans l'histoire humaine. Il y a des choses que nous ne pouvions pas penser il y a 2000 ans, tout simplement. Et que nous pouvons penser aujourd'hui, parce que c'est l'histoire qui les a constituées. On ne peut pas faire l'analyse de la monnaie avant qu'elle soit complètement développée dans le système capitaliste. Donc, de la même façon, Marx a essayé de montrer comment les catégories de l'économie politique se sont constituées. Qu'est-ce qui les fonde? Et deuxièmement, il va montrer les limites de l'économie politique. L'économie politique prend pour éternel ce qui n'est qu'historique, dit-il. Et il va essayer non pas de faire une nouvelle économie, là je suis en désaccord assez fondamental avec mon ancien camarade Ernest Mandel, qui avait fait un traité d'économie marxiste. Il n'y a pas d'économie marxiste. Il y a peut-être une économie marxiste, mais Marx, il n'y est pour rien là-dedans. Voilà. Ce que Marx essaie de montrer, c'est comment l'économie n'est que l'expression théorique d'un monde dont il dit dans le Capital, livre 1, que c'est un monde fantasmagorique. L'économie, ce sont des fantômes qui sont si puissants qu'ils nous dominent, et qui nous dominent et qui nous emprisonnent, mais c'est qu'un monde fantomatique. Et pour comprendre ça, c'est pour ça, moi j'ai plutôt centré mon introduction là-dessus, dans ce livre, il faut prendre
le livre 1 du Capital, et dans le livre 1 du Capital, il faut prendre la première section. Althusser a dit, la première section, c'est du Hegel, balancez-moi ça, commencez tout de suite à la deuxième, et revenez-y si vous avez le temps plus tard. Ben non, c'est balancer ce qui est essentiel. Et là-dessus, je suis d'accord avec le camarade Lénine, qui disait que pour bien comprendre le Capital, il faut comprendre la première section, et pour comprendre la première section, il faut avoir lu la grande logique de Hegel, et Lénine concluait, donc pas un marxiste n'a compris Marx. 1914, quand il se remet à lire, forcé à l'inactivité par le déclenchement de la guerre, donc il est en Suisse, il ne peut plus bouger ni pied ni patte, et donc il se relance dans la philosophie. Et on peut faire d'ailleurs des tas de reproches à Lénine, c'était une tête philosophique. Il comprenait ce qu'il disait lire. Et sur bien des... J'en profite parce qu'on le met régulièrement, on le voue aux gémonies, ce pauvre Lénine. Il a commis des erreurs, il a fait des fautes, tout. On peut dire beaucoup de mal de lui, mais c'est un homme qui pensait philosophiquement, et qui a écrit des livres, qui restent des livres qui, si je les dépouille de leur... le fatras polémique, parce que des fois il exagère dans ses polémiques. Par exemple, matérialisme, empirique, criticisme, je ne suis pas d'accord du tout avec matérialisme, empirique, criticisme. Je précise ça, mais je trouve que c'est un vrai livre de philosophie, qui pose des questions fondamentales. Et que tous les prétentieux qui prétendent que tout ça n'a pas d'intérêt, c'est qu'ils n'ont jamais lu. Ils ne sont pas capables de répondre aux questions que leur pose Lénine. Bon, voilà. Bon, donc il faut prendre cette section 1, parce que cette section 1, elle est basée sur quoi? Il montre comment la marchandise est la cellule de la société bourgeoise, et que le rapport marchand, c'est-à-dire ce qui forme la valeur, est ce qui va nous permettre, dans son développement logique, de comprendre comment fonctionne le mode de production capitaliste. Donc si vous oubliez la cellule, le point de départ qui va se développer dans tous les livres suivants, vous ne comprenez rien. Moi, je ne vois pas comment on peut comprendre quoi que ce soit à l'exploitation capitaliste si on n'a pas compris ce qu'il explique dans la section 1. Parce que tout est là-dedans. Et la section 1, c'est la théorie de la valeur. Et pourquoi la mécanique même du capital, c'est la valorisation de la valeur. Voilà. Et ça, on en a... ensuite, toutes les conséquences, elles peuvent en être tirées. Bon. Mais je trouve, moi, c'est un aspect absolument remarquable. Et du point de vue philosophique, toute cette section 1, c'est un texte de philosophie redoutable en même temps. Je comprends, c'est difficile. Parce que, voilà, moi, j'ai mis des années avant d'y comprendre quelque chose. Bien des années. Alors peut-être que je suis un peu lent, donc c'est aussi rapide que beaucoup d'autres, mais moi j'ai mis beaucoup de temps parce que derrière il faut repérer qu'est-ce qu'il est en train de dire là. Et au bout d'un moment on se dit ah ouais d'accord, je comprends tout. Là il est en train d'opérer la méthode qu'utilise Hegel dans la théorie de la mesure. Et puis là tiens, ça c'est la métaphysique d'Aristote. Puis voilà, et toutes les catégories là commencent à s'agencer. Donc c'est un vrai livre de philosophie. Alors, Marx, il croyait qu'il pouvait vendre le Capital en feuilleton et que tout le monde allait l'acheter. Il ne comprenait pas, d'ailleurs qu'on ne comprenne pas. C'est pour ça que c'était un peu un bide, la première édition du Capital. Mais parce que c'est difficile. C'est intrinsèquement difficile. Et ce n'est pas la peine de faire de la démagogie à bon marché. Non, ça demande des efforts. Bon, alors après, ce qu'on peut faire, c'est un peu ce que nous on a fait dans notre petit séminaire à l'Université populaire. On essaie de lire ensemble, de faire des efforts, puis là, on commence à éclairer les choses, et puis à montrer comment tout ça, ça peut s'incarner aujourd'hui. Voilà, tout ce qu'explique Marx sur le procès, que le capital, c'est une sorte de grand automate. Parce que c'est ça qu'il nous dit. C'est pas parce qu'il y a des méchants d'un côté. Alors, il y en a des méchants, attention, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de méchants dans le monde. Il y en a un certain nombre de méchants. Mais le capital, ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a des méchants d'un côté et puis des pauvres bons qui sont opprimés de l'autre. C'est la dynamique du capital qui est comme ça. Vous n'y pouvez rien. Tant que vous produisez de la valeur, vous êtes obligé de faire ça. De ce point de vue, après avoir pesté pendant encore depuis plusieurs jours contre les dernières macroneries, oui, on peut pester contre ces gens-là. Mais d'un certain point de vue, Macron, il est quoi? Il est que le fonctionnaire du capital. Il fait rien d'autre. Quand il dit il faut dégager... Qu'est-ce qu'il nous dit, Macron, une fois le baratin enlevé, il nous dit il faut restaurer les conditions de la productivité du travail.
Il n'y a pas d'autre solution que d'augmenter la plus-value relative, voire la plus-value absolue, c'est-à-dire augmenter la durée du travail, baisser les salaires et augmenter la productivité. Et évidemment, depuis un siècle et demi, le mouvement ouvrier avait commencé d'abolir le capitalisme. Hein, pourquoi? Parce que depuis un siècle et demi, les syndicats ont pratiquement lutté contre le capitalisme. Parce que quand vous... juste un mot pour expliquer ça. Marx il dit le salariat, c'est quoi? C'est la concurrence que les ouvriers se font pour vendre leur force de travail aux capitalistes. Qu'est-ce que c'est qu'un syndicat? C'est le contraire. Un syndicat, en lui-même, c'est un scandale pour un capitaliste. Un accord, même d'entreprise, dans lequel vous dites à partir de maintenant on n'embauche plus personne en dessous de tel niveau, c'est un scandale, parce que c'est le contraire de la mécanique du capital. Et voilà, et c'est pourquoi, pendant un siècle et demi, avec des hauts, des bas, le mouvement ouvrier a mis toutes sortes de freins à la tyrannie du capital. Et aujourd'hui, comme le capitalisme est arrivé à un stade où son propre développement est en train de l'étouffer, eh bien ils sont obligés de casser tout ça. Et ça n'a rien à voir avec la méchanceté, ou plus exactement, il y a de la méchanceté, mais comme disait Hegel, hein, l'histoire elle trouve toujours les hommes dont elle a besoin. Le capital, il a besoin de salopards, et bien il les trouve. Mais dans d'autres circonstances, ils n'auraient pas été là, où ils seraient restés dans leur néant. Les voilà propulsés devant la scène, mais exactement comme des minables se trouvent souvent propulsés sur la scène de l'histoire. C'est pas l'intelligence de Staline qui a fait Staline. Hein? Et c'est même pas l'intelligence d'Hitler qui a fait Hitler. Quand on regarde bien qui est ce type-là, c'est un truc incroyable cette histoire-là aussi. Hein? Donc voilà, il y a la marche des événements a produit ce genre d'homme. Et là, donc, on a l'un des plus nuls qu'on n'ait jamais vu. Hein? Bon, tout simplement, si vous regardez, même Chirac a l'air d'un géant à côté, du point de vue de la pensée. Hein? C'est vrai. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que le capitalisme a un besoin absolu de restaurer un taux de plus-value suffisant pour qu'il continue. Parce que la seule loi que connaît le capitalisme, c'est l'accumulation du capital. Voilà. Et je crois que si on a bien compris la section 1, et puis le chapitre 8 sur la journée de travail, et puis les chapitres sur le machinisme, l'augmentation de la productivité, et puis la baisse tendancielle du taux de profit, ça nous sert aujourd'hui, c'est encore ce qu'on a de plus éclairant pour comprendre notre société. C'est lumineux même quand on lit Marx. On a envie de dire, tiens, ce chapitre-là, mais c'est ce qui est en train de se passer dans telle entreprise. Et là, c'est sous nos yeux. Et je crois que c'est pour ça que je suis un peu surpris, moi, qu'il y ait si peu d'enthousiasme pour célébrer ces 200 ans de ce maître éminent, hein, quand même, parce que ça nous sortirait d'un certain nombre de salades, quoi. Je vais citer personne aujourd'hui pour pas être méchant. Mais... voilà. Bon, après, qu'est-ce qui nous laisse Marx? Il nous dit que cette dynamique du capital conduit avec la nécessité qui préside aux métamorphoses de la nature, dit-il, à l'expropriation des expropriateurs et au communisme. Et qu'est-ce que c'est le communisme? Marx, il vous répond simplement, c'est le mouvement réel qui se déroule sous nos yeux. Alors, est-ce qu'il s'est trompé là-dessus? Réponse, non. D'abord, le capital ne cesse de s'exproprier lui-même. Les grandes entreprises bouffent les petites, elles fusionnent entre elles, etc., etc. C'est-à-dire que régulièrement, les capitalistes les plus faibles sont expropriés par les plus forts. Ils en profitent au passage aussi pour exproprier tous ceux qui sont encore dans la zone en dehors du mode de production capitaliste. Si vous regardez ce qui s'est passé depuis des années 75 du siècle passé, c'était une gigantesque opération de mise au travail comme main-d'œuvre du capital de centaines de millions de gens. Hein, regardez ce qu'est devenu la Chine, par exemple. C'est colossal. Et c'est la mécanique du capital. Là, vous aviez des tas de petits paysans qui miséraient, hein, qui étaient dans un état épouvantable, souvent. La mécanique du capital est passée, et puis voilà, ils sont au boulot, les gars. Comme chez nous, il y a 100 ans, d'ailleurs. Hein.
Et puis vous regardez tous ces pays d'Asie. Voilà, c'est quoi? Il suffit de lire Marx. D'ailleurs, Marx l'avait dit en 1851 dans un texte à un journal américain. Et il disait ouais, jusqu'à présent, le commerce, c'était le commerce transatlantique, mais il dit ça va se déplacer. Ce qui est en train de se faire, c'est le commerce transpacifique. Et vous allez voir que c'est là que c'est vers la Chine que va être le centre du capitalisme. Il écrit ça en 1850 ou 51. Alors, voilà. Parce qu'il suit aussi tout ça de très près. Il a une espèce de sens des choses historiques. Alors des fois, il se trompe sur les délais. Hein. Ça a mis un peu plus de temps que ce qu'il pensait, certainement. Mais on y est. Hein. Voilà. Bon. Et donc ça se passe, l'expropriation. Alors, et puis, si on regarde, le capital, il s'en sort comment à chaque fois? Il se heurte à ses propres barrières, et il ne s'en sort qu'en essayant de briser ces barrières. Toutes les techniques qui ont été utilisées, par exemple, quand on remplace les capitalistes individuels par des fonds communs de placement, qu'est-ce qu'on fait? On centralise le capital, et on le socialise d'ailleurs d'un certain point de vue. Mais toujours un exemple que j'aime bien, comme j'étais employé à France Télécom avant de faire de la philosophie, quand France Télécom a été privatisée, grâce aux camarades de la gauche plurielle, je vous le rappelle, 1997, traité d'Amsterdam, et Jospin, qui avait juré ses grands dieux qu'on ne privatiserait jamais France Télécom, entame la privatisation de France Télécom. 6 mois après être venu au pouvoir. Ça commençait bien. France Télécom est privatisée. Le capital est mis en bourse, et la privatisation, le lancement officiel est d'ailleurs annoncé depuis New York, par le PDG de l'époque de France Télécom. Et quel est presque le premier acheteur de France Télécom, c'est le CalPERS, qui est le fonds de pension des personnels, donc des fonctionnaires de l'État de Californie. Autrement dit, France Télécom est privatisée au profit de qui? Des prolétaires américains, puisque le fonds de pension, c'est à eux, c'est leur fonds de pension. C'est-à-dire que le capitalisme, ça fonctionne comme ça. Centralisation de micro-capitaux qui en eux-mêmes ne pourraient pas fonctionner comme capitaux, et qui sont devenus des instruments considérables dans le développement économique. Sur la place de Paris, quels sont les principaux investisseurs? Vous allez me sortir Arnaud, Bettencourt, etc. Non, peanuts, ces gens-là. 4%. Premiers investisseurs, les fonds souverains. Et le premier, je crois actuellement, c'est le fonds souverain de l'État norvégien. L'État norvégien qui a beaucoup d'argent, parce qu'il a beaucoup de pétrole. Comme c'est un État bon père de famille, État protecteur type welfare à l'ancienne, qu'est-ce qu'il fait? Il défend les intérêts de ses citoyens. Donc il place l'argent au mieux pour pouvoir donner un niveau de vie aux Norvégiens et un niveau de protection sociale qu'ont bientôt tous leur envier. Peut-être pas le climat, on leur enviera peut-être pas le climat, mais les fonds de protection sociale, oui. Donc ça dit bien ce que ça veut dire, c'est que le capitalisme individuel, c'est terminé. C'est terminé, c'est-à-dire que les prédictions de Marx sont réalisées. Alors évidemment, pas sous la forme qu'il avait prévue. Lui, il pensait que c'est les prolétaires qui allaient reprendre tout ça en main, que l'association des producteurs allait remplacer la direction des capitalistes. Mais sur le processus lui-même, il ne s'est pas trompé. Et on est en plein dedans. Voilà. Je crois que ça, c'est important pour voir la suite. Voilà. Alors, est-ce qu'il s'est trompé sur d'autres choses? Je ne crois pas, moi. Alors, il y a des choses où il ne va pas assez loin, où évidemment on a des analyses à reprendre. Je crois que la principale, et là c'est la limite de Marx, mais ça, personne ne peut sauter par-dessus sa propre tête. La principale, c'est que Marx est encore bien qu'il analyse le capitalisme, le nôtre, hein, c'est pas son modèle. Alors évidemment, il prend les études empiriques dans le capitalisme anglais de l'époque, hein. Mais ce qu'il essaie de faire, c'est de débarrasser ces études empiriques de tout ce qui est conjoncturel pour faire une sorte de type idéal du capitalisme qui n'existe pas à l'époque. Et c'est pour ça que ces analyses résistent aussi bien, parce qu'il n'a pas analysé le capitalisme anglais du 19e, il a analysé le capital, comme schéma théorique. Hein. Non, ça résiste bien. Alors, ce qui résiste moins bien, c'est que Marx, au fond, comme tous les optimistes de cette époque, hein, c'est un optimiste, c'est un homme des Lumières, hein, ça c'est clair. Il pense que la puissance de l'homme peut se développer de façon illimitée. Bon, ça risque de pas être vrai. Voilà, parce que nous rencontrons des limites. La Terre, il n'y en a qu'une, hein, il n'y en a pas 36.
Je sais bien qu'on me dit que les classes dominantes sont déjà en train de préparer leur départ quand ils auront tout bousillé, mais bon, je ne suis pas très sûr de ça. Et puis, on ne pourra pas émigrer sur d'autres planètes, hein, c'est beaucoup trop loin. S'il y a une exoplanète vivable pour nous, elle est si loin qu'on n'y arrivera jamais. Hein. Bon, voilà, donc, et la planète est limitée, et un fait que Marx a étudié sans en penser toutes les conséquences, parce que là aussi il n'était peut-être pas assez développé pour qu'il la mesure, qui était le rôle de la démographie. Hein. Voilà, on est aujourd'hui 7 milliards et quelques, et on va être 11 milliards dans 30 ans, 10 milliards. Voilà. Et il y a un moment donné où tout ça va coincer, et où la question de la redécouverte de la limite va se poser. Et là-dessus, je pense qu'il y a, et là, il y a une vaste masse de travail théorique à penser, hein, mais qui est simplement un horizon que Marx ne pouvait pas voir. Mais pour le reste, je crois que le capitalisme est condamné. Voilà. Et là-dessus, Marx a raison complètement. Le capitalisme est condamné. Voilà. D'ailleurs, ce que je dis là n'est pas du tout original. Hein. Dans le bouquin de Wallerstein sur l'avenir du capitalisme, ils sont Wallerstein, Collins, je ne sais plus qui, sont 4 en tout. Alors, ils ont des approches un peu différentes, sociologiques, historiques, ils prennent des angles, et puis ils n'ont pas les mêmes, ils voient pas forcément les mêmes conclusions, mais ils sont tous d'accord sur un point. Ils disent voilà, on a encore pour 3 décennies à peu près à ce que ça fonctionne comme ça. Après, ça ne peut plus fonctionner. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mystère. Hein. Ce qui va se passer, ça peut être un monde meilleur, hein, un 21e siècle plus heureux. Je sors ma carte. Ou un monde pire. Hein, comme disait Rosa, socialisme ou barbarie. Voilà. Et c'est à ça que Marx... c'est en ça que Marx peut nous éclairer. Comment comprendre ce qui va se passer. Et comme... toujours selon Marx, les hommes font eux-mêmes leur propre histoire. Eh bien, ce n'est pas un mécanisme automatique qui va faire ça. Ça va dépendre comment les gens vont réagir. Ça va dépendre comment les hommes vont faire leur propre histoire. Je crois que c'est ça l'essentiel. C'est pour ça que même quand on a atteint un certain âge, comme moi, eh ben, on essaie de continuer quand même d'œuvrer pour qu'il y ait encore un espoir, quoi. Et que l'humanité ne soit pas abandonnée à son triste sort. Et parce que je pense que si on ne réagit pas, et dans des temps qui finalement sont très courts, hein, moi il m'arrive de dire à mes élèves, moi je m'en fous parce que je serai mort. Il y a des chances que je sois mort. Bon, j'en sais rien, je suis pas pressé quand même. Mais tout de même, c'est court, ça veut dire que pour des gens comme moi, c'est nos enfants qui vont être confrontés à ça. Hein, c'est-à-dire à l'épuisement des ressources du capitalisme, parce que ce sera l'épuisement des ressources de la planète elle-même, parce qu'il sera impossible de continuer l'accumulation du capital. Parce que pour l'instant, l'accumulation du capital a fonctionné, parce qu'il y a cette croissance démographique. Hein. On passe de 1 et quelques à 7 milliards en moins d'un siècle. Hein. C'est énorme. Ça s'est jamais vu de toute l'histoire de l'humanité. Et c'est ça qui fait que le capital peut s'accumuler. Mais le jour où on est obligé, par la force des choses, parce qu'il y a 200 millions de réfugiés climatiques, parce qu'il y a la moitié de la planète qui est empoisonnée, parce qu'il y a des océans de merde plastique un peu partout, etc., comment on fait? Ben, c'est fini. Et là, soit on est capable de prendre nos affaires en main et que ce soit les producteurs associés qui règlent rationnellement leurs échanges avec la nature, soit ce sera un monde où, comme le disait Khrouchtchev à propos de la guerre nucléaire, eh bien, les vivants environt les morts. Ça, c'est l'alternative dans laquelle on est. Ça, j'en suis persuadé. Et vraiment complètement. Et il n'y a plus beaucoup de temps à perdre. Hein. Il suffit de voir à quelle vitesse, par exemple, la pollution empoisonne les océans, à quelle vitesse la vie est en train d'être détruite sur Terre. Tout simplement. Hein, pour savoir que là, le temps presse. Voilà. Est-ce que j'ai été trop long? Quelle capacité de synthèse.